Bonjour, encore une fois, c'est moi votre frère Francis. On se retrouve encore une fois sur Décryptage politique aujourd'hui avec cette nouvelle session dédiée à Moïse Katumbi, Martin Fayoulou, Joseph Kabila et pourquoi pas Félix Tshisekedi, c'est notre président. On n'a pas manqué de parler de lui. Alors, comme vous l'avez suivi sur le titre, on va parler de Moïse Katumbi qui a montré ses couleurs, Moïse Katumbi qui a choisi son camp, si je peux le dire ainsi, comme pour ceux-là qui sont informés, pour ceux-là qui aiment la politique, vous savez que vous avez deux camps. Vous devez maintenant choisir si vous êtes du côté de Félix Tshisekedi pour avoir la popularité ou être du côté de Kabila. Et du côté de Joseph Kabila, c'est être ennemi de la nation. Bien que avec son mouvement-là, Sauvons le Congo, il a quand même pu amasser, il a quand même de la popularité, il a des gens qui le soutiennent. Ceux-là sont ennemis de Félix Tshisekedi. Alors, vous devez choisir le camp, être soit du côté de de Félix Tshisekedi, soit du côté de Joseph Kabila. Moïse Katumbi Tchapoué a choisi son camp. Quel est le camp qu'il a choisi? Je vais vous en parler. Martin Fayoulou joue très bien sa carte jusque-là. Je vais vous expliquer pourquoi j'ai dit ça. Alors, on va essayer un peu de couvrir beaucoup de choses aujourd'hui. Nous espérons vraiment pouvoir terminer avant 17h, vraiment, parce que j'aime beaucoup respecter votre temps. Il y a ceux-là qui nous disent que vraiment, on prend beaucoup de temps pour faire les lives, mais on n'y peut rien. S'il y a beaucoup de choses à parler, à couvrir, je ne préfère pas venir vous donner juste une seule information quand il y en a beaucoup. Vous voyez, donc considérez ça comme un journal long, parce que ça prend du temps vraiment. Alors, parce que normalement, le journal, on vous informe seulement, il n'y a pas d'analyse. Mais si on vous fait aussi ces analyses, on décrypte toute l'actualité qu'on vous passe, donc on vous donne l'information et on analyse aussi, on fait notre analyse par rapport à ça. Cette analyse aide beaucoup de gens. Il y a des gens qui nous appellent pour nous féliciter par rapport à nos analyses parce qu'on est impartial. Pour ceux-là qui ne le savent pas, on est impartial. On n'a pas de parti pris. On se fie à ce qui est factuel, sur ce qui est, sur ce qui est vrai. Si Félix Tshisekedi fait ce qui est bien, on va venir le féliciter. Si Félix Tshisekedi est dans le mauvais, il fait prendre des décisions qui ne sont pas bonnes, on va encore venir le critiquer. Alors, c'est comme ça, on n'est pas payé par quelqu'un, c'est seulement Dieu qui nous paye. Alors, comprenez qu'on reste impartial. Je l'ai toujours dit, même aux personnes qui voudront venir nous corrompre ou nous donner l'argent pour qu'on puisse commencer à parler du bien de tel ou tel autre. En tout cas, vous n'êtes pas les bienvenus. En tout cas, on n'est pas là pour faire de la publicité pour n'importe qui. Nous travaillons avec notre conscience. Si l'objectif de décryptage politique, c'est de voir le Congo changer, voir que ce qu'on dit va dans les cœurs des vrais Congolais et ça amène le changement. Les Congolais veulent changer, prennent des décisions pour changer. Ce n'est pas qu'on veut se faire l'argent d'abord. Non, ce n'est pas ça. Si c'était seulement pour faire l'argent qu'on est là, on pouvait commencer à faire des lives à tout moment, comme les autres les font. Vous voyez, décryptage politique, c'est seulement du lundi au vendredi. Des fois même, le vendredi, des fois, on ne fait pas ça. Donc, on ne fait pas ça pour l'argent. Donc, ceux-là qui viennent insulter et qu'on sort, en tout cas, vous tapez à côté, on ne le fait pas pour l'argent. Ou sinon, on allait se faire l'argent comme les autres, décider de devenir partial, commencer à parler. Année à Sika, solo ya Sika, agrandissement des troisième jambes, qui mobile et salakate, bezamu kie, mama azo sepelate na mbetu, na gavke, la mupi, feti e zongi, ba mama e, on a ba problème ya mabota, myome, fibrome, trompe, kiss, règle abondante, ménopause, ata, komi na 65 ans, mama, okobota mwana, yoka bien, dépression, maladie mentale, autisme, ata mwana alobakate, mobulu makasi, topé à l'alalakate, tozali na solution, na
Gavker bona loposo totikali simate vergete babengi nduta bouton tache 5 jours ya bamba hoteli lokola lilala uniforme tozali na gamme complète ya kopakola ya injection ya comprimé ya suppositoire esengo ezali mama olingi ovindisa tolo pe sima sans opération benga biso na lombango papa mama yo oyo otungisama mingi na maladie hémorroïde interne topé externe yoka na 2 jours ya bamba omoni changement ya solo ebongo na bokono ya diabète AVC tension topé obésité Gavker Golo solution perte de poids naturellement au kokota salle de sport teo na kisi ya comprimé pe injection na Gavker ozongi mobimba ba produit na biso ezali 100% naturel et salemi na ba plan na ba industrie ya Allemagne pe Angleterre na Gavker oko sepela. Parler seulement du bien de tel. Et quand vous parlez du bien de tel, on commence à vous donner de l'argent. Donc, nous, on ne fait pas ça. On n'est pas là pour ça. En tout cas, si vous voulez nous encourager, encouragez-nous. Donc, vous voulez nous donner l'argent parce que vous aimez ce qu'on fait. Faites-le. Mais dire que vous nous donnez l'argent parce que vous voulez qu'on puisse commencer à parler du bien de tel, en tout cas, n'amenez pas cet argent-là. On ne doit pas faire ça. Parce que ce n'est pas notre objectif. Notre objectif, c'est informer la population congolaise de tout ce qui se passe, faire des analyses impartiales et espérer que les choses un jour puissent changer. Parce que vouloir que le Congo change, c'est ce qui nous a même poussé à venir ici, à allumer notre caméra pour vous parler. Parce qu'on veut voir le changement. Le Congo doit changer, vous voyez. Alors, si vous aimez l'émission, tout ce qu'on vous demande, c'est partager, aimer, liker, commenter. C'est tout ce qu'on vous demande, c'est tout ce que vous pouvez faire. Si vous n'avez pas l'argent à nous donner, faites juste ça et vous allez nous encourager. Notre objectif, c'est que le décryptage politique soit suivi partout dans le monde, c'est déjà suivi partout dans le monde, mais que ça soit aussi populaire comme d'autres plateformes politiques dédiées à la politique en RDC. Donc, c'est ça notre souhait. Alors, sans plus tarder, nous commençons le décryptage politique d'aujourd'hui par une information, mes salutations à M. Koko Anini. Hein, j'espère, monsieur ou madame, je ne sais pas, mais mes salutations à vous. Alors, le président Félix Tshisekedi a présidé une réunion, c'était hier, sur la situation économique du pays à la Cité de l'Union africaine. Cette réunion faisait suite à l'appréciation du franc congolais face aux devises étrangères et visait à analyser son impact sur le pouvoir d'achat de la population. Présent à cette réunion, le Premier ministre, le ministre des Budgets, le ministre de l'Économie nationale et le ministre des Finances. C'était eux qui étaient présents. Comme vous le savez, ça fait 2 semaines que le pouvoir d'achat vraiment n'a pas bougé, mais le dollar, lui, ne fait que baisser. Alors, il y a cette... comment je peux appeler ça? Il n'y a pas de balance. Donc, le dollar diminue, mais le pouvoir d'achat, lui, soit il augmente, soit il est toujours au même niveau. Ce qui fait que le franc congolais n'a pas toujours sa valeur au moment où le dollar, lui, baisse pour acheter, parce qu'on achète en francs. Maintenant, le dollar, quand vous voulez changer les dollars, vous changez les dollars, on vous donne le franc congolais, on vous donne un taux qui est vraiment trop bas, mais quand vous allez sur le marché, le prix est élevé, ce qui fait que c'est vous qui perdez. Donc, heureux sont ceux-là qui ont tout en francs congolais, parce que là, vous n'allez rien sentir, parce que vous utilisez seulement les francs congolais. Mais ceux-là qui ont les dollars, qui veulent changer parce que pour économiser, parce que le taux de dollar augmentait, beaucoup déjà avaient changé leur francs congolais en dollars. Maintenant, pour faire les achats, vous voyez que c'est vous qui perdez. Maintenant, si vous avez le dollar, c'est vous qui perdez. Voilà pourquoi le président de la République s'est impliqué sur ce dossier et demandé à ce qu'on puisse veiller à ce que le pouvoir d'achat, qu'il y ait appréciation du franc congolais, pour que le taux du dollar ne puisse pas affecter les prix sur le marché.
Donc, c'est une très bonne initiative que le président de la République, en tant que garant de la nation, a prise parce que après 2 semaines, vous allez voir que il y a tout le monde qui a parlé, il y a différentes autorités qui ont décrié cela, il y a le gouverneur de la banque qui a décrié cela, il y a les gouverneurs eux-mêmes des provinces qui ont décrié cela, c'est la population qui souffre après tout ça. Parce que les cambistes, ils sont tellement, c'est une façon pour eux de se faire de l'argent pour changer. Ils ont leur taux. Il y avait même un monsieur, on m'avait envoyé cette vidéo, un cambiste, un monsieur qui était allé changer le dollar. Le cambiste lui a donné un taux qui était vraiment, inférieur au taux qui était reconnu par la Banque centrale du Congo. Le monsieur, il est allé directement appeler la police. On a arrêté ce cambiste-là. Il était vraiment martyrisé. C'est que je n'encourage pas ça, mais je trouve que ce n'est pas de la bonne volonté que vous puissiez commencer à faire ça. Quand le dollar a déjà baissé, tout le monde demandait à ce que le dollar puisse baisser. Mais non, ça revient aussi au gouvernement de mettre en place des mécanismes de suivi. Voilà pourquoi j'aime ce qui se passe dans d'autres pays qui sont développés. Le taux du dollar, quand le taux est par exemple de 2000 francs congolais, cela s'annonce sur les journaux, tout le monde sait le taux du dollar et il y a même suivi, tout est systématique. C'est-à-dire quand vous donnez tel prix, il y a tel prix qui est annoncé. Donc, les prix même, ce n'est même pas vous qui vendez, qui donnez les prix. C'est le prix donné par le gouvernement. Donc, par exemple, une boîte de tomates qui se vend à, je peux dire à 100 francs congolais. C'est partout où vous allez trouver le même prix. Ce n'est pas dire que celui-ci donne le prix de 500, celui-là décide de donner 300. Non, ce n'est pas comme ça. Parce que tout est vérifié. Même quand vous achetez là, vous ne donnez pas l'argent à quelqu'un, mais on doit vous donner une facture. Tout est systématique. Le gouvernement prend sa taxe et celui qui vend, le commerçant, il a aussi l'argent qu'il récupère. C'est même écrit sur la facture que l'argent de la taxe est de tel montant et l'argent que vous avez utilisé. Par exemple, si c'est 100 francs congolais, il y a la taxe, peut-être c'est 30 francs congolais et les 70 francs congolais, c'est ça même le prix du produit que vous avez consommé. Ouais. Si tout pouvait se faire aussi comme ça au pays, ça allait nous éviter beaucoup de choses. Parce que là, c'est un peu du bénévole. Chacun fait ce qu'il veut, donne les prix qu'il veut. C'est bien de faire des suivis dans des grandes villes. On peut faire des suivis. Oh non, celui-là, il fait ça. Pourquoi ce prix? Mais que dire de ceux-là qui vivent à l'intérieur? Que disent de ces personnes-là? Ouais. Alors, c'est une bonne initiative du président de la République. Nous espérons vraiment qu'on va réguler le pouvoir d'achat, on va réguler les prix du dollar et ce qui se passe sur le marché, ça va vraiment coïncider. Nous l'espérons vraiment parce que c'est tout ce que le peuple congolais demande, qu'il y ait suivi de tout ce qui se passe. En deuxième information, c'est les porte-parole de la Mouka. Pour ceux qui ne connaissent pas, la Mouka, c'est le parti à Martin Fayulu. Monsieur Prince Epenge, qui est le porte-parole de la Mouka, il propose l'autorisation de port d'armes pour les cambistes, les banques et les commerçants. Selon lui, c'est face à l'incapacité du ministre de l'Intérieur, du gouverneur et de la police à protéger les citoyens. Selon lui, encore, ces acteurs économiques devraient pouvoir se défendre eux-mêmes. Il a donné l'exemple des derniers braquages à la place de la Victoire avec la Robank, le braquage qui a été médiatisé. Tout le monde parle de ça jusqu'à aujourd'hui. Il y a aussi le dernier, après, à la place publique, il y a eu le dernier braquage, c'était à Bibois. Dans un magasin, il y a eu braquage, il y a 8 personnes armées qui étaient parties là-bas. Ces personnes ont braqué ce magasin. On parle des biens qui ont été emportés et des 27 000 $ qui étaient emportés par ces hommes armés. Alors, ce monsieur de l'opposant
au nom de du parti Lamuka, exige à ce que le gouvernement puisse autoriser aux cambistes, aux banques, aux commerçants, le port d'armes. Vous pouvez toutefois me dire en commentaire ce que vous pensez par rapport à ça. Ou sinon, selon moi, je trouve que ce n'est pas vraiment réfléchi, cette décision. C'est un peu comme qui dirait, tu me tues, je te tue. Hein? Ce n'est pas vraiment, ça ne fonctionne pas comme ça, surtout quand vous vivez dans un pays. Il y a des décisions que nous ne devons pas encourager. Pourquoi je dis ça? Si vous voyez, on parle, dans tous les pays développés, on parle d'insécurité. Vous voyez, par exemple, les États-Unis. Là, nous sommes aux États-Unis. Aux États-Unis, vous voyez l'Afrique du Sud, le premier pays en Afrique avec la plus haute criminalité en Afrique, l'Afrique du Sud. Si vous voyez ces pays, on a déjà autorisé le port d'armes. C'est-à-dire, par exemple, en Afrique du Sud, on a déjà autorisé aux chauffeurs, les chauffeurs des taxis, ils ont le droit de porter, d'avoir des armes. En Afrique du Sud, les civils peuvent avoir une licence pour le port d'armes. C'est-à-dire, vous allez payer, on vous autorise d'avoir une arme avec vous. Aux États-Unis, c'est la même chose. Et quelle est la conséquence? Il y a circulation d'armes, il y a des gens, les armes sont dans les mains des criminels, des personnes de mauvaise foi, des personnes comme une fois comme ça, il y avait un enfant qui savait où l'arme de son père se trouvait. Alors, son enfant, son ami l'a énervé, il part directement prendre l'arme de son père et il tire sur son ami. Il était arrêté, mais selon la loi, on ne pouvait pas juger l'enfant parce qu'il était encore mineur. C'est le papa qui devait aller se justifier. Vous voyez. Alors, ce n'est pas une solution qu'on puisse accorder le port d'armes à ces gens. Ce n'est pas vraiment une solution. Ça va seulement ajouter ou amplifier encore l'insécurité dans le pays. Parce que combien de fois vous apprenez qu'un policier a tiré sur son collègue? L'autre fois, c'était un policier qui avait tiré sur deux de ses collègues. Non, c'était un militaire qui avait tiré sur deux de ses collègues à cause d'une femme. Ils étaient tous dans une boîte de nuit. À cause d'une femme, je ne sais pas, eux tous voulaient la dame. Alors, c'est lui qui était vraiment amoureux d'elle. Il a vu que les deux autres aussi voulaient de la même fille. Alors, il a tiré sur les deux et puis il a fui. Ouais. Là, ce sont même des soldats. Que dire maintenant des civils? Vous donnez des armes aux civils. Qu'est-ce que vous êtes en train d'espérer? Ces gens-là, ils vont bien sûr se défendre, mais que dire les jours où ils ne se défendent pas et qu'ils se retrouvent dans une position où leur vie est menacée ou bien leur dignité, leur réputation sont menacées? Ils peuvent toujours utiliser ces mêmes armes pour tuer les gens. Et ces gens seront une menace. Vous allez voir les cambistes avec des armes, ils peuvent aller aussi cambrioler, ils peuvent s'entretuer entre eux. Alors, tout ça n'aide pas. Vous voyez. Alors, dans ce cas, pour gérer ce problème ici, parce que le monsieur a un peu raison, quand on parle de cambriolage et consorts, je pense que le gouvernement devait permettre ou autoriser qu'il y ait des compagnies de sécurité. Ça se fait un peu partout dans le monde. Des compagnies de sécurité qui ont la licence de port d'armes. C'est-à-dire ces compagnies-là, comme un peu partout dans le monde, ces compagnies ont des agents de sécurité qui ont des armes. Alors, c'est à ces magasins, à ces banques d'utiliser ces gens-là, payer l'argent à ces compagnies-là de sécurité qui ont des armes, de veiller à la sécurité de leur banque, à la sécurité de leur magasin. Vous voyez. En ce qui concerne les cambistes, vous pouvez créer des bureaux d'échange. Donc, il y a un endroit comme un magasin ou bien là où il y a beaucoup de bureaux, là où les gens peuvent aller changer l'argent là-bas. Et ces bâtiments-là sont protégés par ces mêmes compagnies de sécurité qui ont des ports d'armes, qui ont des armes sur eux. Ça peut se faire comme ça. Là, au moins, vous savez que s'il y a des rapages, il y a quelqu'un qui a tiré sur qui, vous savez à qui vous pouvez porter plainte, qui
qui doit se présenter devant la justice, qui doit prendre la responsabilité de ça. Par exemple, la compagnie Mamba Solutions, c'est elle qui a la charge de la sécurité de la Robank et que tel jour, il y a eu braquage, il y a eu des personnes qui ont été tuées ce jour-là. Vous allez porter plainte, vous allez demander des explications. C'est la compagnie Mamba Solutions qui va s'expliquer. Non, nos agents ont vu ça, et alors ils ont fait ça. Alors, c'est cette compagnie qui aura des comptes à rendre au gouvernement congolais. C'est tout. Mais que de dire non, donner des armes aux civils, aux commerçants, aux banques, c'est juste amplifier encore l'insécurité à Kinshasa. J'espère avoir donné mon avis par rapport à ça, ou sinon, vous êtes libre de dire ce que vous pensez par rapport à ce porte-parole de la Mouka, M. Prince Epengue. Pour ceux-là qui nous ont joints maintenant, il a dit qu'il préfère, il demande l'autorisation des ports d'armes pour les cambistes, les banques et les commerçants face à la recrudescence des braquages à Kinshasa. Vous voyez, il y a beaucoup de braquages à Kinshasa. Alors, selon lui, le gouvernement congolais est incapable de protéger ses citoyens. Alors, ces gens doivent se défendre eux-mêmes. C'est à ça que j'ai répondu. Mes salutations à Mme Francielle Moudilanga, une fidèle de décryptage politique. Alors, je passe à la troisième information en vrac, pas en vrac, la troisième information. C'est une information dont je commence à prendre l'habitude maintenant parce que ça fait presque chaque session de live que je parle de détournement. Détournement, encore une fois. Alors, réhabilitation du stade Lumumba. Il y a 300 000 $ qui sont introuvables. Sur les 1 million de dollars octroyés par le gouvernement central, là, nous sommes à Kisangani. C'est après l'audit de la commission spéciale de l'Assemblée provinciale qui était chargée de vérifier la gestion des fonds destinés à la réhabilitation du stade Lumumba. Alors, le gouvernement central avait octroyé 1 million de dollars pour la réhabilitation de ce stade. Mais si vous allez vous rappeler, ça fait presque 1 an que les travaux ont déjà commencé, mais jamais achevés. Alors, par rapport à ça, on se demande qu'est-ce qui se passe. C'est ainsi que le gouvernement l'Assemblée provinciale plutôt de Kisangani avait décidé de faire un audit. Après cet audit, c'est ainsi qu'on a pu constater malheureusement que sur les 1 million que le gouvernement central avait octroyé, il y a 300 000 $ qui sont volatilisés. Encore une fois, détournement, encore une fois. Ça devient le maître mot des Congolais, détournement. Il n'y a pas que ça. On parle aussi, on est encore au Sud Kivu. Au Sud Kivu, à Chabunda précisément, il y a encore détournement. Là, c'est le président honoraire de la société civile de Chabunda qui l'a signalé. Il y a eu un don destiné aux victimes des catastrophes naturelles, aux veuves, aux orphelins et aux personnes de 3e âge. On avait donné des dons à ces personnes-là pour les aider, parce que ces personnes étaient victimes des catastrophes naturelles. Il y a détournement. Ces dons-là ont été distribués aux personnes qui n'étaient même pas concernées. Alors, ça nous pousse à revenir, à réfléchir un peu. Où est-ce qu'on va avec cette histoire de détournement? D'ailleurs, je l'ai dit sur des décryptages politiques. Si tout l'argent qui était octroyé par le gouvernement central, l'argent que nous recevons de l'extérieur, l'aide externe que la RDC reçoit, si l'argent allait pour de bonnes causes, c'est-à-dire aux raisons pour lesquelles ces montants étaient octroyés, le Congo allait changer. En 1 an, le Congo allait changer. Parce qu'on donne autant d'argent à la RDC, le gouvernement central aussi donne aussi de l'argent, mais sur le terrain, il n'y a rien. On donne l'argent pour la voirie urbaine. Rien n'est fait. Et ce qui fait mal, c'est qu'il n'y a pas de suivi. On constate seulement. Cet argent a été octroyé il y a plus d'1 an que cet argent a été octroyé. 1 million de $ octroyés. Vous êtes là.
Faites le suivi, l'argent a été donné. Quelle est l'entreprise qui est chargée de réhabiliter le stade? Ok, l'argent est là, 1 million, directement verser les 1 million et commencer les boulots. Ça va vous prendre combien de temps? Ça va nous prendre 4 mois ou 5 mois. On ferme le stade, terminer le boulot. C'est tout. Mais vous donnez 1 million de dollars et puis il n'y a pas de suivi. Tout le monde va qu'à ses occupations. Et pour vous constater que les travaux ont déjà commencé, mais c'est stoppé. Les travaux n'ont jamais pris fin. Alors, vous vous réveillez de votre sommeil, vous allez maintenant faire un audit. Après cet audit, vous comprenez qu'il y a des détournement de 300 000 dollars. Qui va retourner cet argent-là? Voilà pourquoi il y a tant de projets au Congo, tant de chantiers qui sont inachevés parce qu'il y a toujours des détournements. L'aréna de Kinshasa, là, dont tout le monde parlait, à l'aréna, vraiment, ça sera les plus grands arénas de l'Afrique centrale. Tout le monde parlait de ça. On a vu la maquette, on a beau aimer, tout le monde a aimé ça. Mais jusque-là, cet aréna est inachevé. Pourquoi? Détournement des fonds. Les gens qui viennent travailler, ils ne peuvent terminer le boulot que si l'argent qu'ils avaient demandé avait été versé en toute totalité. Parce qu'on a tout calculé. On a calculé que pour faire ça, pour faire ce boulot, on aura besoin. Les matériaux vont nous coûter tel montant. Les travailleurs, l'argent qu'on va payer aux travailleurs, ça va coûter tel montant. Pour terminer, on fait tous les calculs. Ça va coûter, par exemple, 100 millions de dollars. Quand on vous demande ça, on a déjà fait tous les calculs pour terminer le projet. Maintenant, sur les 100 millions, vous donnez 20 millions. Ils vont aussi terminer là où ils trouvent qu'ils vont se payer, ils vont payer les matériels qui vont faire que là où ils vont toucher les 20 millions, ils vont arrêter par là. Et qui va perdre dans tout ça? C'est nous, parce que les terrains qui sont inachevés ne servent plus à rien. Comme on dit, construire sans terminer, c'est détruire. C'est ce qui va se passer parce que ce chantier-là de Arena Kinshasa, c'est en train de s'abîmer. Parce que quand vous voudrez encore, vous allez vouloir continuer avec ce boulot, vous n'allez pas juste continuer. Vous devrez d'abord arranger ce qui a été abîmé parce qu'avec le vol qu'il y a à Kinshasa, je suis sûr qu'il y a déjà des matériaux qui sont déjà volés. On peut voler même des briques. Parce que c'est ça un Congolais. On peut voler même des briques bétonnées là. Vous volez, vous allez soit vendre, soit vous utilisez ça pour construire votre propre maison. Et là, qui est en train de perdre, l'argent qui était versé partiellement est parti, volatilisé comme ça. Et quand vous voudrez encore recommencer avec ce projet, vous allez payer même l'argent que vous avez payé là, que vous avez d'abord avancé. Vous allez être obligé de payer encore ça. Vous voyez? Donc, c'est la volonté. La volonté. Les Congolais, nos dirigeants n'ont pas la volonté de changer le Congo. Voilà pourquoi le Congo est tel qu'il est. Et ça fait même mal quand nous sommes les premiers à vouloir chercher de l'aide externe. Nous demandons à ce qu'on puisse nous aider, nous demandons des fonds pour la construction de ça, de ça. Ces gens-là qui nous donnent cet argent-là, ils savent déjà eux-mêmes que cet argent que nous donnons vont directement dans les poches de ces personnes-là. Ça n'ira jamais pour l'accomplissement de ces projets. Dites-moi des projets qui ont été financés par le gouvernement congolais et qui ont pris fin. Donc, ils annoncent le projet, le gouvernement verse l'argent, il commence et il termine ça. S'il y en a, c'est à compter au bout du doigt. Les plus grands projets, ce qui se passe au Congo, si vous voyez par exemple les malls là de Kinshasa, ce sont des malls. L'investissement étranger, ils mettent l'argent là-bas et ils font les suivis eux-mêmes jusqu'à ce que les malls soient terminés. Ce n'est pas l'argent au nom du gouvernement congolais à verser. Si c'est le gouvernement congolais, vous allez voir que ça va commencer et ça ne va pas se terminer. C'est comme ça que le pays fonctionne. Je passe à une autre information. Parce que quand je commence à parler comme ça, j'ai tendance à oublier que l'État fait défaut. Hein? Je vous parlais au début de Martin Fayoulou. Alors, qu'est-ce que Martin Fayoulou a dit? Je vais vous lire ça parce que je n'aime pas dire des choses qui viennent de ma tête parce qu'il y a des experts en injures. Et
les gens qui nous injurient là, et même, je me demande comment vous réfléchissez. Ce que je dis ici, il n'y a rien qui puisse pousser quelqu'un normal, quelqu'un qui est normal à venir injurier. Parce que je décris ce qui est mauvais, je le dis. Ce qui est bien, on le salue. Un peu comme le président Félix Tshisekedi qui a présidé la réunion d'hier, la première information, je vous l'ai dit. Je l'ai salué, c'est bien ça. En tant que garant de la nation, quand votre gouvernement est en train de faillir, vous allez là-bas, vous intervenez, c'est ça. Nous voulons voir des choses comme ça. Mais quand il y a quelque chose qui ne se passe pas bien, nous devons aussi le décrier. Alors, ça fait mal quand des gens, vous suivez l'émission et puis vous venez injurier. J'ai toujours dit la meilleure façon d'injurier, venez avec des arguments. Si vous connaissez plus que moi, venez avec des arguments qui vont convaincre. Venez me convaincre par vos arguments. Ceci, cela, ceci, ça va encourager. Vous pouvez aussi m'informer. Je ne sais pas tout. Ce que je dis, c'est par rapport à ma connaissance que je dis tout ça. Alors, si vous trouvez que vous connaissez plus, venez aussi dire des choses dans les commentaires. Non, selon moi, c'est comme ça qu'on va évoluer le pays en tant qu'intellectuel. Pas venir insulter. Et d'ailleurs, ça ne me fait rien. Comme je l'ai toujours dit, les injures, moi, en tout cas, je ne vais même pas, ça ne me décourage pas. Ça me pousse d'ailleurs à aller de l'avant. On traite avec tout le monde. Il y a ceux-là qui réfléchissent, qui répondent avec des messages qui sont importants, des gens qui réfléchissent. Il y a aussi ceux-là qui leur façon de faire les choses, c'est insulter. Alors, je n'ai rien à faire par rapport à eux. Alors, Martin Fayulu, qu'est-ce que Martin Fayulu a dit? Il a dit ceci: on m'a volé la victoire en 2018 par le régime actuel. Est-ce que j'ai pris les armes? On m'a tiré une balle sous ce régime. Est-ce que j'ai pris les armes? Celui qui prend les armes, peu importe les motifs, contre sa nation, c'est un rebelle et ne mérite pas notre respect. En tout cas, là, c'est le message de Martin Fayulu, un message qui m'a encore beaucoup plu. Je l'ai dit dans le titre, Martin Fayulu joue sa carte très bien jusque-là. Jusque-là, il est l'opposant idéal à Félix Tshisekedi, à part bien sûr Constant Moutamba, que tout le monde qui est celui que les chouchous des Congolais, mais qui jusque-là, sur le plan politique, constitutionnellement parlant, il ne peut pas postuler selon la loi du pays, parce qu'il a écopé de 3 ans de prison et 5 ans de non-exercice ou bien non-fonction dans la politique congolaise. Alors, Martin Fayulu, jusque-là, il est l'opposant idéal. Tout ce qu'il fait, il le fait bien, jusque-là. Martin Fayulu, il avait félicité Félix Tshisekedi après ce dernier ait passé l'accord avec Donald Trump. Il avait fait mes salutations à M. Kassongo Tunis Chanda. Je ne vous ai pas oublié. Je me rappelais chaque fois comment vous saluer, mais je n'avais pas vraiment trouvé le moyen de le faire. Alors, je disais, Martin Fayulu, il avait salué Félix Tshisekedi. Il avait même demandé à le rencontrer, chose qui était faite. Il joue bien sa carte. Quand Thabo Mbeki avait demandé à ce qu'il puisse rencontrer les opposants, les adversaires de Félix Tshisekedi, entre autres Joseph Kabila, Corneille Nangaa, Seth Kikuni, Moïse Katumbi Fayulu et les autres, vous pouvez en citer vous-même. Martin Fayulu était le seul opposant à avoir dit non. Publiquement, il avait dit non. Moïse Katumbi n'avait rien dit. Il était tranquille, il n'avait pas dit un seul mot. Ce qui montrait que Moïse Katumbi était d'accord, parce que d'ailleurs, cette réunion avait eu lieu, cette réunion en Afrique du Sud avait eu lieu avec la Fondation Katumbi, mais vu que les gros poissons n'étaient pas là, Moïse Katumbi n'était pas là, Martin Fayulu n'était pas là, Matata Mponyo n'était pas là, Joseph Kabila lui-même, Corneille Nangaa, eux tous n'étaient pas là. Alors, ils avaient envoyé des représentants. Moïse Katumbi avait envoyé ses représentants là-bas en Afrique du Sud pour participer à cette réunion. Moïse Katumbi, jusque-là, sa façon de voir, je vais d'ailleurs parler de lui après maintenant, parce que lui aussi, il a dit quelque chose. Je vais parler de lui.
Alors, Martin Fayoulou, il était le seul opposant à avoir dit non. Il a dit, je ne peux pas m'asseoir avec des personnes qui entretiennent des discours qui sont flous. Je ne fais pas confiance dans ces gens-là, alors je ne peux pas m'asseoir sur une même table avec eux. Donc, Martin Fayoulou, il était le seul opposant, ni même pas Vital Kamerhe, qui pourtant travaillait pour Félix Tshisekedi. Il était aussi invité, mais Vital Kamerhe n'avait jamais dit non à cette réunion. Il était silencieux. C'est d'ailleurs le porte-parole du gouvernement congolais qui avait dit non. Même aucun membre du gouvernement de Félix Tshisekedi n'ira à cette réunion. Ni même Vital Kamerhe n'ira pas. C'est le gouvernement congolais qui avait interdit à Vital Kamerhe de s'y rendre. Lui-même, on ne sait pas ses intentions s'il allait partir. Il y a même des bouches qui disent qu'il était parti en Afrique du Sud. Vital Kamerhe. Alors, Martin Fayoulou, il prône pour le dialogue inclusif. Il ne veut pas. Vous avez vu dernièrement, après ce conclave au Kenya, quand Joseph Kabila a demandé à rencontrer tous les adversaires de Félix Tshisekedi, ils étaient tous invités, Moïse Katumbi, Martin Fayoulou et les autres, mais Moïse Katumbi ne s'était pas rendu. Il a donné quoi ça? Il a donné une raison selon laquelle il a eu un agenda surchargé. Mais Martin Fayoulou, lui, il avait dit non. Il était ouvert. Il a dit non, qu'il ne peut pas aller là-bas. Il avait refusé totalement. Alors, Martin Fayoulou, jusque-là, joue très bien sa carte. Il a dit non à Joseph Kabila, à cette réunion-là. Et vous l'avez suivi. Vous l'avez suivi maintenant là. Il a dit non encore une fois. Il a dit non encore une fois. Je ne sais pas si on peut nous aider. Alors, il avait dit non à cette réunion, à ce conclave. Il avait vraiment refusé. Il a dit non. Alors, dernièrement, après avoir créé le groupe, Joseph Kabila qui avait créé le groupe Sauvons, le parti plutôt Sauvons le Congo, Martin Fayoulou, il était le seul à encore passer le parti là avec Moïse Katumbi et Joseph Kabila plutôt, sous l'entremise de Francine Muyumba. Elle avait demandé, elle avait fait un appel à tous les autres opposants qui s'étaient jusque-là retirés ou qui étaient silencieux par rapport à l'approche de Joseph Kabila, qui avait tendu la main à tous les opposants. Martin Fayoulou était le seul à avoir dit non. Il a refusé carrément. Et il a même donné cette raison ici. Il a dit qu'il ne peut pas s'asseoir, on lui a donné la raison de devenir aussi un rebelle, mais chose qu'il a refusée. Corneille Nangaa avait décidé de joindre l'armée, selon lui, c'est parce qu'il avait fait une erreur en donnant le pouvoir à Félix Tshisekedi. Voilà pourquoi lui-même, il a décidé de corriger son erreur, c'est-à-dire sortir Félix Tshisekedi de son pouvoir. On sait tous que ce sont juste des mots qu'il est en train de branler pour se donner raison, mais la vérité est qu'il est la marionnette de Joseph Kabila, il est la personne que Kagame et Kabila ont choisi pour représenter leur mouvement à l'est du pays, afin que s'il advenait que Corneille Nangaa puisse arracher le pouvoir, c'est Joseph Kabila qui va reprendre le pouvoir. C'est comme ça qu'ils sont en train d'utiliser Corneille Nangaa. Alors, dans ce qu'il a dit dans ce discours, j'ai beaucoup aimé. Il ne veut pas de Kabila, il ne donne pas raison à Corneille Nangaa, parce que ces gens sont en train de tuer les Congolais. C'est aussi un avantage d'avoir des gens qui travaillent, qui sont Congolais. Ils pensent aux Congolais, ceux-là qui sont morts, des personnes qui meurent chaque jour, des personnes qui traversent des moments très difficiles, qui ne savent pas où dormir, qui ne savent pas, qui passent des nuits à la belle étoile, qui ne savent pas, qui se contentent seulement du présent, qui ne peuvent même pas faire des projets parce qu'ils ne savent pas s'ils vont vivre demain. Avec toutes ces souffrances que nos frères subissent, vous devez ne pas être congolais pour ne pas vous soucier de ça. C'est ce qui nous amène maintenant à Moïse Katumbi. Qu'est-ce que Moïse Katumbi a dit? Voici ce qu'il a dit. Je ne peux pas demander le départ des Rwandais qui tuent à Goma si Fachi ne nous accorde pas un dialogue.
Là, ce sont les paroles de Moïse Katumbi. Et cela nous revient à dire ceci, parce que je vais vous rappeler ceci. Moi, Félix Tshisekedi, dans une de mes sessions live, je vous l'avais déjà signalé, Félix Tshisekedi était plus malin que les opposants, parce que lui-même, il dénonce ce que le Rwanda est en train de faire. Alors, avec le dialogue que tout le monde est en train de rechercher, il avait donné une condition à tous les opposants. Parce que vous allez vous rappeler l'affaire des routes, il y a presque 3 mois que l'affaire des routes était donnée par la SENCO. Maintenant, on attend qu'il y ait dialogue. Parce que le gouvernement, Félix Tshisekedi et son gouvernement sont pour ce dialogue. Ils avaient déjà accepté. Qu'est-ce qui freine maintenant que ce dialogue puisse avoir lieu? Il leur avait donné une condition simple. Dénoncer seulement ce qui se passe à l'Est, dénoncer le Rwanda. Dites que le Rwanda est derrière ce qui se passe à l'Est du pays. Le Rwanda est derrière les M23. Le Rwanda a ses troupes à l'Est du pays. Chose que ces opposants ne savent pas dire, parce que ces opposants travaillent pour Kagame, travaillent pour Joseph Kabila. Je vous l'avais même passé une vidéo lors de ces conclaves. Le journaliste populaire, là, c'est qui encore? Pierrot Loara. Il était là-bas, il avait posé cette question à ces opposants-là. On vous demande seulement de dénoncer le Rwanda, dire que le Rwanda est derrière ça. Il y a des opposants qui avaient dit qu'ils ne sont pas prêts à les faire. Je vous avais passé ça, on n'est pas prêt à les faire. On a déjà dit ça par le passé, on n'est pas prêt à les faire. Si vous l'avez déjà dit dans le passé, qu'est-ce qui vous empêche de le dire maintenant? Parce que ce que j'ai dit aujourd'hui, si je suis sûr de ce que, et je sais ce que je suis responsable de ce que je dis, je peux le dire même après 5 ans, je peux le dire même après 10 ans. Qu'est-ce qui peut m'empêcher de les changer? Parce que j'ai déjà changé de camp. Je ne suis plus la personne, je ne travaille plus pour les personnes que j'ai travaillé quand je l'avais dit. Et maintenant, là, je travaille pour d'autres personnes. Voilà pourquoi je ne peux plus redire ce que j'ai déjà dit. C'est tout ce qui s'explique. Alors, Moïse Katumbi, lui qui n'était pas présent à ce conclave, il a été clair. Il ne peut pas dénoncer les Rwandais. Il veut d'abord qu'il retourne d'abord la balle dans le camp de Félix Tshisekedi, c'est-à-dire, au lieu de dénoncer d'abord les Rwandais pour participer au dialogue, il fait d'abord participer au dialogue pour dénoncer le Rwanda. Donc, il veut d'abord conditionner ces mots, il veut conditionner ce que Félix Tshisekedi recherche, c'est-à-dire, s'il a ce qu'il gagne, s'il obtient ce qu'il veut dans le dialogue, alors il peut dénoncer le Rwanda. Mais s'il n'obtient pas cela, il ne va jamais le faire. Parce que à quoi bon vous travaillez pour pour Kagame, vous les dénoncez et vous ne savez même pas si vous allez avoir votre pain, vous allez récupérer votre pouvoir en RDC avec Félix Tshisekedi. Pourquoi prendre ces risques? C'est la carte que Moïse Katumbi est en train de faire. Son nom, c'est Moïse Katumbi, son nom était cité même par Human Rights quand on faisait l'investigation des personnes qui étaient en train de sponsoriser les M23. Son nom était aussi cité. Il fait partie des personnes qui soutiennent les M23. Moïse Katumbi et Joseph Kabila, ils ont tous le même ennemi, le même destin, le même combat. Ce sont 2 personnes qui travaillent contre les Congolais, Moïse Katumbi et Joseph Kabila. La seule différence est que Joseph Kabila travaille directement avec, il a le soutien de Kagame. Moïse Katumbi est en train d'espérer l'aide, le soutien international. Voilà pourquoi lui, il va toujours faire des tournées dans les pays européens. Dans la plupart des cas, ce sont des pays européens. Et même aux États-Unis, il s'était rendu en début d'année. Il s'était rendu aux États-Unis. Lui, il cherche les soutiens extérieurs, les soutiens internationaux. Mais Joseph Kabila, lui, il a directement le soutien du Rwanda parce que c'est un Rwandais. C'est ce qui se passe avec Joseph Kabila. Mais Moïse Katumbi ne veut pas nier, ne veut pas mettre sur la table ou bien mettre en lumière ce que le Rwanda est en train de faire parce que lui aussi, il veut travailler pour les Occidentaux qu'il est en train de supporter pour le moment, qu'il est en train de rechercher à ce que ces gens puissent l'aider, puissent lui donner le pouvoir.
Parlant de Joseph Kabila, là c'est l'information du jour. Joseph Kabila aurait annoncé, je dis bien aurait annoncé, parce que je ne veux pas que vous puissiez venir dans les commentaires, oh, qu'est-ce que tu avais dit là? Non. Selon nos sources, Joseph Kabila aurait annoncé son retour à Kinshasa à la fin du mois d'octobre. Dans une interview qu'il a accordée sur Standard Media Group, ce média est au Kenya, il a dit que selon lui, il n'a jamais été en exil. Il se dit prêt à retrouver les Kinoises et les Kinois. Donc à la fin de ce mois, Joseph Kabila va retourner à Kinshasa. Il va retourner à Kinshasa parce qu'il n'a jamais été en exil selon lui. Alors, nous allons attendre tous et voir si Joseph Kabila va retourner au pays ou pas. Parlant toujours de Joseph Kabila, Seth Kikuni, vous allez vous rappeler cet opposant qui était arrêté le samedi, après avoir annoncé son retour à Kinshasa, lui qui a participé au conclave du Kenya, qui a réuni Joseph Kabila et les autres opposants. Il avait annoncé son retour parce qu'il est participataire au parti Sauvons le Congo. Alors, normalement, il était en danger parce que quand vous devenez l'ami de mon ennemi, vous devenez directement mon ennemi. Bien que cette Kikuni soit déjà opposant, mais le simple fait d'avoir été sur une même table avec Joseph Kabila, vous devenez même pire ennemi du pouvoir de Kinshasa. Alors, il était arrêté le samedi, à peine arrivé à Kinshasa par l'entremise de l'avion du Kenya, là, Air Kenya, oui, quelque chose du genre. À peine atterri, il était arrêté par les forces, les agents de l'ANR. Il était arrêté il a passé beaucoup d'heures, il était injoignable, selon les membres de sa famille, il était injoignable pendant quelques heures. Et ce n'est qu'après, dans la soirée, qu'il était relâché. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Il a lui-même expliqué ce qui s'était passé. Quand on l'avait arrêté, on cherchait le numéro de Joseph Kabila dans son téléphone. Et d'ailleurs, après avoir cherché son numéro de téléphone, on a confisqué le téléphone de Seth Kikuni. Alors, cela nous pousse à réfléchir un peu. Qu'est-ce qui se passe avec Joseph Kabila? Il dit qu'il n'a jamais été en exil, il a annoncé son retour, mais pourquoi est-ce que le gouvernement congolais, parce que ces gens de l'ANR ne travaillent pas pour eux-mêmes. Ces gens-là, ils sont commandités par des hautes responsabilités, des hautes personnalités du gouvernement congolais. Alors, pourquoi chercher le numéro de Joseph Kabila? Qu'est-ce qu'on veut lui dire? De ne pas venir au Congo? Est-ce qu'on lui dit parce que jusque-là, il a encore le verdict est déjà connu. Il y a une sentence qu'il attend, c'est la peine de mort. Donc, Joseph Kabila, il est recherché. Bien que, des fois, je voulais balancer, l'autre fois, il était à Goma, dans une église à Goma, je pense, l'église Saint-Pierre, une église catholique. Il était là-bas, il a participé. Je vous l'avais expliqué, il peut être à Goma parce que Goma, c'est une partie qui est occupée par ses frères, les Rwandais, du M23. Alors, il ne peut pas être arrêté. Qui va l'arrêter là-bas? Alors, il a annoncé son retour. Nous allons tous voir si cela va être le cas. S'il venait réellement à la fin de ce mois ici, il venait à Kinshasa, nous saurons vraiment ce qui va se passer. Est-ce qu'il va venir seul? Il sera accompagné de M23? Est-ce qu'il va le faire après qu'il y ait des milices du M23, qu'il y ait des soldats du M23 déjà dépêchés à Kinshasa pour sa sécurité? On ne sait pas tous. Mais quant à moi, j'ai terminé ma session live d'aujourd'hui. Je vous dis merci, vous tous qui avez été des nôtres du début jusqu'à la fin. En tout cas, merci. Votre présence nous donne de la force. On se retrouve, si pas demain, on se retrouve lundi. Hein? En tout cas, ne nous en tenez pas rigueur. Merci d'avoir été des nôtres. Que Dieu vous bénisse, que Dieu bénisse la RDC. Bye.